du pays et pour la première fois, des membres de cette société, des scientifiques, ont pu observer eux aussi la manœuvre d'un objet volant non identifié. Alors, rêve ou réalité, eh bien, nous allons tenter ce midi de faire le point avec nos invités. Michel Bougard, qui est professeur de chimie et président de la SOBEPS, la Société belge d'études des phénomènes spatiaux. Léon Brennig, qui est chef de travaux en physique à l'Université libre de Bruxelles et témoin d'une observation d'OVNI le week-end dernier. André Losberg, qui est chef de travaux à l'Institut d'astrophysique de l'Université de Liège et président de la Société d'astronomie de Liège, une société importante puisqu'elle compte 700 membres. Et enfin, le colonel Wilfried de Brouwer, chef de la section opération à l'état-major de la force aérienne et responsable, c'est important, de l'aviation tactique en Belgique et notamment de la détection et interception de tout objet volant identifié de préférence qui survolerait le ciel de la Belgique. Merci, messieurs, d'être avec nous ce midi. Alors, monsieur Brennig, commençons tout de suite par vous. Vous êtes chef de travaux à l'ULB, vous avez participé à l'opération de la SOBEPS le week-end dernier. Vous avez vu quelque chose. Qu'est-ce que vous avez vu ? Donc j'ai vu, en fait, il était 20h, 20h15, dimanche passé, et c'était dans une région qui n'était pas très loin de Liège, sur des hauteurs qui dominent la vallée de la Meuse, à une dizaine de kilomètres de Liège, et j'ai vu, assez bas sur l'horizon, venant du nord, allant dans la direction du sud, un objet très lumineux, plus lumineux, disons, que ce que l'on a l'habitude de voir comme luminosité pour un avion. Et à la jumelle, il s'est avéré que ce gros point lumineux s'est avéré être en fait constitué de 3 sources lumineuses blanc-jaune, stables, et d'une source lumineuse au centre de ce triangle constitué par les 3 précédentes, une source lumineuse rouge qui, elle, pulsait à une fréquence de l'ordre, disons, de l'ordre de la seconde. Pas moyen de confondre avec un avion. Disons qu'après avoir observé beaucoup d'avions, personnellement, qui ne suis pas un spécialiste quand même des avions, ma première impression, ce n'était pas un avion. Ensuite, en observant disons, plus longtemps, j'ai pu distinguer que ces sources lumineuses avaient l'air d'être solidaire d'une forme massive qui se détachait sur le ciel plus clair et qui avait nettement une forme triangulaire. Alors cet objet volait extrêmement lentement et à un moment donné, un moment où il se trouvait presque au-dessus de moi, il a effectué il a pivoté en tournant autour d'un axe vertical, apparemment. Effectué de virage, mais c'est un engin qui a pivoté sur lui-même. Ça m'a frappé. Maintenant, évidemment, j'ai observé cet objet d'assez loin. Il évoluait assez lentement. Donc, en fait, ça peut être une illusion, mais moi, ça m'a fortement étonné. Et ensuite de quoi, il est parti dans la direction de l'ouest. Je l'ai signalé à 2 autres équipes qui se trouvaient apparemment dans cette direction-là pour leur dire qu'ils risquaient de le voir. Et il a parcouru la distance qui me séparait, moi, de l'équipe suivante, qui faisait à peu près 10 km, en à peu près une demi-heure, parce qu'on m'a retéléphoné au bout d'une demi-heure pour me dire que nous le voyons. Donc il est très lent. Est-ce que cet engin, ou cet objet, oui. Parce qu'il faut être prudent, est-ce que cet objet faisait du bruit ou pas? Je n'ai entendu aucun bruit qui puisse dépasser le bruit de fond des voitures, disons. Parce que j'étais quand même près d'une route. Et je n'ai entendu aucun bruit. Je me serais attendu, en voyant un avion, disons, qui se serait situé à cette hauteur-là, à entendre quand même un bruit. Alors, Michel Bougard, vous êtes président de la SOBEPS, la Société belge d'études des phénomènes spatiaux. Vous recevez depuis plusieurs mois des témoignages, vous en avez, je crois, plusieurs centaines. Est-ce que ce témoignage-ci concorde avec la moyenne ou l'ensemble des témoignages que vous avez reçus jusqu'ici? Qu'est-ce que ça vous inspire, ce témoignage-là? Disons que la description que M. Brennig vient de faire correspond tout à fait à la majorité des cas que nous avons enregistrés jusqu'à présent. C'est bien cette plateforme triangulaire, ce jeu de lumière, ces 3 lumières disposées au sommet,
Le portrait robot qu'on peut en faire ressemble tout à fait On à peut ça. peut-être nous montrer quelques dessins, si Whitbeers peut nous montrer quelques dessins, voilà, qui ont été refaits, vous les voyez là En au-dessus fait, de vous pour les commenter. Dans l'ensemble des témoignages que l'on reçoit, c'est bien une description qui ressemble à ce qui vient d'être dit. Hein. C'est tout à fait cette impression de masse, cette évolution particulièrement lente dans le ciel, 3 points lumineux ou 3 plaques de lumière, disent parfois certains témoins, au sommet de ce triangle. Au centre, il y a également des choses qui sont visibles. Bon, sur le schéma qu'on passe à l'antenne, il y a un spot lumineux qui en sort, mais bien souvent c'est simplement une lumière rouge, ou bien fixe ou bien pulsante, qui est décrite. De cet objet sortent parfois des faisceaux de lumière. Ça a déjà été observé à plusieurs reprises. Ce qui est caractéristique également, c'est évidemment l'évolution particulièrement lente, hein, et souvent à très basse altitude de l'objet. Et, comme l'a rappelé M. Brenick, son caractère silencieux, en tout cas avec un bruit qui est suffisamment bas pour ne pas dépasser le seuil du bruit ambiant. C'est ça. Ce que l'on voit pour l'instant, d'ailleurs, c'est une reconstitution par ordinateur de l'OVNI tel qu'il a été décrit par une majorité des témoignages. Donc c'est une reconstitution par ordinateur qui n'a évidemment que la valeur des témoignages qui l'ont finalement dessiné. Alors, colonel de Brouwer, moi je voudrais savoir, la défense nationale, est-ce qu'elle prend ça au sérieux ou bien est-ce qu'elle en sourit? Eh bien, il est évident qu'on le prenne au sérieux. Tout d'abord, nous avons déjà envoyé à 2 reprises des avions en l'air, des F-16, une fois dans la région de Liège. C'était quoi, spontané ou bien c'était à la suite d'une demande ou à la suite d'une observation au sol. Donc la première fois dans la région de Liège, où les pilotes n'ont rien observé. Il faut dire qu'au moment qu'ils ont survolé l'endroit, l'observation au sol n'était plus là, donc l'objet avait disparu. Donc on n'a pas su corréler l'observation air et sol. La deuxième fois, c'était dans la région de Diest, et là, c'était évident, c'était des faisceaux laser qui étaient placés dans les environs d'un dancing. Et là, les pilotes ont bien observé donc la source. D'autres fois, nous avons demandé aux aviateurs civils qui survolaient l'endroit s'ils voyaient quelque chose. Quelquefois, on l'a fait. Ils n'ont rien vu. Une fois, on a demandé à un équipage C-130 d'aller voir un endroit bien précis. Et ils ont vu, pour eux, une lumière qui était assez intensive. Ils ont essayé de s'approcher et ça n'a pas marché. Voilà. Donc, ça n'a pas marché, ça veut dire quoi? Donc, ils avaient l'impression que la lumière restait à la même distance. C'est tout ce qu'on a observé jusqu'à présent. Ils n'ont pas réussi à approcher cette lumière. Non. Alors, je vous propose maintenant de voir quelques documents qui ont été filmés par des observateurs amateurs. Je vous conseille aussi de peut-être faire de l'obscurité dans la pièce où vous regardez le téléviseur. Alors, pour l'instant, vous voyez, si vous pouvez commenter, on voit un point lumineux qui sort de la couche des nuages. Il s'agit d'un document, Monsieur Bougard. Si j'ai bonne mémoire, ce que je vois là, c'est un document qui a été pris effectivement à Flémal. Oui. Et qui montre donc... et ça, c'est finalement une autre gamme de phénomènes qui est probablement liée à l'objet triangulaire. C'est donc l'observation d'une grosse source de lumière dans le ciel, décrite sous forme de boule ou de gros points lumineux. Vous voyez ce point. Et on le voit monter voilà, là, et puis et voilà, brusquement, il s'est donc éteint. Ça, c'est une autre série de témoignages qu'on a pu recevoir. C'est un document de Stanley Box, ça. Qu'est-ce qui vous étonne? Alors ici, on voit autre chose à gauche de la Lune. Voilà, c'est également le même témoin d'ailleurs, mais dans toute autre circonstance. Là, on voit manifestement un point lumineux donc, qui évolue dans le ciel. Ce point lumineux est à un éclat fixe. Et on a bien vu juste avant avec la Lune comme point de repère. Voilà, ça c'est une troisième séquence d'un autre événement encore, mais qui montre finalement toujours la même. C'est à Flémal aussi, c'est toujours Stanley Box, le témoin. On doit pouvoir repérer à la gauche, je pense, de ce gros point de lumière qui va s'approcher, un flash qui va à intervalles réguliers. Je crois qu'on a fait qu'il va y avoir un agrandissement. Ah bien, d'accord. De ce phénomène-là, vous remarquez, voilà. Alors, on voit l'agrandissement ici,
Mais il y a quand même quelque chose de troublant, là, c'est qu'on va voir l'apparition de clignotants. Oui, les deux flashs qui éclairent de part et Alors, d'autre. ça rend peut-être un peu suspect l'observation, parce que finalement, est-ce que ça pourrait pas être un avion, ça? Colonel de Breuer, est-ce que... Je crois pas. Vous ne croyez pas à un avion? Non, surtout, un avion pourrait avoir ses phares d'atterrissage allumés, mais il ne va pas le faire d'une telle manière, donc, et l'intensité est différente. Alors ici, je vous conseille aussi de regarder... C'est une 4e séquence, je pense, qui a Oui. été prise. C'est probablement. Vous voyez les phares, en fait, on le voit très très mal, il y avait les phares de la route, c'est-à-dire, et au-dessus, on voit un point lumineux, mais qui reste à égale distance des luminaires de la route. Et c'est ça qui est étonnant, c'est que sur ce document qu'on voit très mal ici, à cause des projecteurs ici dans le studio, il reste à équidistance, l'engin reste, ou l'objet reste à équidistance des lumières de la route. Et puis, on va le voir basculer, et quand il bascule, il se transforme en 3 feux. Voilà, ce dernier document était très difficile à voir pour nous. On a peut-être pu le voir quand même à l'antenne. Effectivement, dans ce dernier document, il y a trois jeux de lumière, enfin, il y a 3 lumières alignées qui sont bien visibles. Je voudrais quand même faire remarquer quelque chose, c'est que pendant que nous avons passé ces documents, je ne sais pas si vous avez vu, mais les images ont été traversées de points blancs dans tous les sens. Ce sont des perturbations, je ne sais pas d'où elles viennent. Ces perturbations étaient là juste avant le début de cette émission. On nous a dit attention, le faisceau est malade, ça s'est remis pour le début de l'émission. Et puis voilà que pendant que nous passons ces images d'OVNI, vous avez pu le voir comme nous, tout d'un coup vous avez vu des points blancs dans l'écran. Je ne sais pas si les OVNI ou les manipulateurs d'OVNI ont décidé aujourd'hui d'intervenir dans l'émission de manière directe. Mais en fait, toujours est-il qu'il semble que maintenant l'image est meilleure. Alors, Monsieur Losberg, qu'est-ce que vous pensez, vous, des images qu'on vient de voir? Il est quand même intéressant d'entendre le colonel qui dit je ne vois pas nécessairement d'avion dans ce qu'on vient de voir maintenant, ou en tout cas dans le gros agrandissement. Quand on parle d'OVNI, finalement, il y a 2 grandes hypothèses, traditionnellement. L'hypothèse socio-psychologique, ou bien alors, il faut bien le dire, l'hypothèse des extraterrestres. Oui, mais dans les documents qu'on vient de voir et de découvrir dans des conditions un peu compliquées, je voudrais d'abord demander si c'est chaque fois assez bas sur l'horizon. J'ai l'impression que oui. Hein, le dernier, en tout cas, on l'a dit. Pas à chaque fois. Bon, dans la 3e séquence, je ne sais pas si les spectateurs vont s'en souvenir, mais quand on a vu justement ces gros points lumineux avec les 2 flashs de part et d'autre, c'est en fait un phénomène qui a survolé le témoin. Hein, donc c'est un phénomène qui est venu de très loin et qui est passé à l'aplomb du témoin. Parce qu'on a des photographies astronomiques du Soleil ou de la Lune ou d'autres objets assez bas sur l'horizon qui montrent exactement le même genre de déformation. Ce sont des mirages tout à fait classiques. Je ne dis pas que c'en est un ici. Il faudrait voir la hauteur. Il faudrait voir... est-ce qu'on a recherché la coïncidence avec une planète ou... Oui. Donc là, je crois que les enquêtes ont été faites et il est clair que toute forme de confusion de type astronomique ou météorologique a été exclue. La seule confusion qui reste possible, mais là le colonel de Breuer semble la lever, c'est qu'il puisse s'agir d'une confusion avec un avion tout à fait conventionnel. Oui, on parlera tout à l'heure de l'avion. On parlera des avions militaires en expérimentation par après. Mais même un avion conventionnel pourrait être la source d'une confusion. Or, il semble bien dans les événements qu'on vient de présenter là qu'il n'en soit pas question. Ce sont des phénomènes mobiles, hein, il faut bien le dire. On l'a tous vu, je pense, ces points de lumineux en mouvement avec des points de repère dans le paysage. En vitesse réelle. C'était en temps réel et en vitesse réelle. La 2e séquence évoque, je crois, satellite artificiel, je veux dire. Celle qui passe à côté de la Lune. Oui. Évoque, je dis, on n'a pas le temps d'analyser point par point les témoignages, mais sans vouloir me prononcer évidemment aussi vite sur des documents tels que ceux-là, je crois qu'on sera d'accord pour dire qu'il y a eu pas mal, notamment dans les derniers mois, pas mal de confusion qu'on a décelées avec la planète Vénus, d'une part, avec Sirius pour le moment, qui change de couleur même à l'œil et surtout avec des jumelles. Alors, on a également... ceci, je n'ai pas pour démolir quoi que ce soit, hein, on est en train d'envisager les différents cas. On a également la certitude que dans certains films analogues à celui-ci, soit les jumelles étaient manipulées sans être stables, soit une vidéo était mal réglée. On a eu entre Noël et Nouvel An un appel à Liège à une télévision locale et un collègue à moi a été voir la vidéo et c'était un objet qui était déformé, qui avait l'air d'avancer, de reculer et tout compte fait, quand on a regardé les coordonnées, c'était la planète Vénus, absolument certain. Donc ça a été ressenti comme un phénomène OVNI. Je crois que c'est un point important, que des phénomènes qui n'ont rien à voir
avec des objets volants qui sont appelés phénomènes OVNI d'abord. Et deuxièmement, c'était donc une vidéo avec autofocus qui cherchait désespérément à se mettre au point sur la planète Vénus. Si je peux intervenir à ce niveau-ci, parce que c'est tout à fait vrai ce que M. Losberg dit, et je crois que nous ne sommes pas dupes de ça. Il faut quand même bien dire qu'un des objectifs de la SOBEPS, c'est bien sûr d'une part de recueillir des informations, mais c'est d'être aussi critique vis-à-vis des informations recueillies. Or, il est clair que toutes ces confusions, nous les connaissons. Et bon, on a parlé des confusions astronomiques classiques comme les planètes et certaines étoiles. Bon, le dernier week-end, nous avons reçu maint appel où des témoins regardaient aux jumelles effectivement Sirius et voyaient cette étoile, je ne vais pas dire tourner sur elle-même, mais quasiment, lancer des feux de toutes les couleurs. Bon, ce sont des phénomènes que nous connaissons bien. Je dirais, pour en revenir, puisque M. Losberg a évoqué ces images tantôt, quand on voit ce point lumineux s'éloigner de la Lune, il faut bien se souvenir de la taille de la Lune à ce moment-là et de l'intensité comparée de ce point lumineux. Un satellite n'aurait pas du tout cette intensité lumineuse par rapport à la pleine Lune. Donc je crois que c'était vraiment quelque chose de très 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 fort, de très intense dans le ciel. Un satellite, je crois, ne pourrait pas impressionner la pellicule ou la bande vidéo comme l'a fait cet objet. Monsieur Losberg, l'hypothèse socio-psychologique, parce que c'est un petit peu ce dont vous parlez maintenant, c'est finalement l'hypothèse, soit on se trompe, soit c'est des illusions. Parlez-nous un peu des illusions possibles dans ce domaine-là. Eh bien, on vient d'en citer quelques-unes déjà. Dans les cahiers de la SOBEPS, que j'ai lus attentivement, notamment il y a quelques années, on décrit par exemple le témoignage d'une dame, si je me rappelle bien, qui regarde la Lune. Et il y a même un petit croquis que je n'ai pas ici, mais qui est repris dans la revue Inforespace de la SOBEPS. Et le commentaire de Michel Bougard, d'ailleurs, nous dit que la personne prétend qu'elle a vu un objet effrayant, qu'elle a vraiment été effrayée, clouée sur place, hein, et en regardant ce qui n'était finalement que la Lune. C'était complètement c'était complètement élucidé après, il n'y avait aucun doute possible. Ce que je veux dire simplement, c'est que pratiquement, je ne dis pas toutes, mais la plupart des témoignages OVNI, d'après moi, ont une connotation affective, disons, hein, pour simplifier. Donc, il ne serait pas mauvais d'un jour inviter un psychologue qui aurait étudié la question à un plateau comme ici. Et loin de moi l'idée de dire que tout le monde a des ovnis dans la tête et que tout le monde avait des problèmes affectifs, mais je veux bien admettre que tout le monde en a, j'en ai également. Mais je veux évoquer simplement, un psychologue le ferait mieux que moi, toute une littérature qui a commencé, je crois, en 1961, avec un livre de Carl Jung, et qui a rapproché des tas de témoignages en rapport avec les ovnis de mythologie ancienne ou de certaines descriptions de phénomènes, enfin de perceptions religieuses. Et également, il a fait des rapprochements avec les rêves que l'on peut avoir. Et en partant sur cette voie, il a conclu, d'une part, lui, en tant que psychologue, ne s'intéressait pas à la nature physique des engins. Finalement, pour lui, ça a un peu d'importance. Dans le cas qui nous occupe, admettons qu'il y a un objet matériel qui se promène avec 3 lumières, et dans d'autres cas, c'est la Lune, c'est un satellite, etc. Le point est que, pour Jung, et je crois pour l'ensemble des défenseurs de l'hypothèse socio-psychologique, il y a d'abord le fait que, très souvent, l'observateur n'est pas neutre. Hein? Ce n'est pas un observateur préparé à telle observation. D'ailleurs, il a rarement un matériel photographique avec lui. C'est un observateur souvent surpris. Il ne s'attend pas à voir le phénomène. Et il peut faire une mauvaise interprétation. Et alors, les études psychologiques ont montré qu'il peut y avoir une foule d'illusions d'optique, tout en étant de bonne foi. À propos d'illusions d'optique, je voudrais demander à Whitburn s'il peut nous passer un exemple d'illusion d'optique. Vous voyez ce point à l'horizon, alors je vous le laisse regarder, c'est quelque chose qui a très fort impressionné des habitants de la région de Liège. Je vous le laisse regarder, c'est assez impressionnant. C'était le matin, à 8h du matin, en décembre, si je ne m'abuse. Pour que M. Losberg n'y voit pas un lever ou un coucher de soleil, je dirais que ça a été filmé en direction, si je me souviens bien, du nord-ouest, oui, mais au petit matin.
Oui, mais il semble quand même que ça aurait pu être le Soleil se réfléchissant dans les, voilà. Là, dans les vitres du Sartillement. Donc ça a été quasiment élucidé. Donc là, il s'agit, c'est intéressant quand même de dire qu'il y a aussi parfois des phénomènes illusoires qui sont extrêmement percutants, comme ce qu'on vient de voir maintenant. Je vous propose peut-être de passer en revue rapidement les hypothèses, là, parce qu'il faudrait qu'on avance dans ce débat. Oui, vous avez encore une chose à dire. Rapidement, vous m'aviez interrogé sur les deux hypothèses possibles, les deux grandes gammes d'hypothèses. J'ai dit quelques mots trop brefs sur l'hypothèse socio-psychologique. Je crois qu'on ne peut pas passer à côté, c'est pour trier une série de témoignages. Et il y a l'hypothèse extraterrestre qui demeure, ce n'est pas le rôle d'un scientifique de nier a priori telle ou telle hypothèse. Mais là, je voudrais faire un petit point sur l'attitude, je ne dis pas de tous les scientifiques, mais disons d'abord des astronomes, puisque je représente un peu cette famille-là aujourd'hui. Alors, d'une part, il y a un intérêt énorme des scientifiques, des astrophysiciens notamment, pour la recherche de la vie extraterrestre. On en parlera peut-être en fin d'émission. Et je dirais simplement que depuis 1982, l'Union astronomique internationale a créé une commission particulière qui regroupe des centaines de membres déjà. À peu près 5% de la communauté scientifique et astronomique s'intéresse à la vie extraterrestre. Ça ne veut pas dire aux ovnis, ça veut dire recherche de planètes autour d'autres étoiles, probabilité que telle planète puisse abriter de la vie comme nous, etc., etc., ou même effort de communication. Et ces gens-là s'intéressent aussi aux ovnis ou très peu ? Alors, s'il y avait réellement des visiteurs extraterrestres, je crois pouvoir affirmer que ces gens-là seraient les premiers contents à les contacter et apprendre d'eux comment c'est sur leur planète à eux. Vu qu'on dépense des efforts énormes et des budgets énormes pour essayer de regarder de loin des signaux éventuellement émis par des êtres intelligents venus d'ailleurs, s'ils venaient chez nous, on serait les premiers contents. Je dis ça parce que très souvent, on croit que tous les astronomes regardent de manière méprisante presque le phénomène ovni. Et en ce qui concerne le phénomène ovni, il y en a certains qui sont tout à fait passionnés par la question, au moins autant que Michel Bougard, je crois, pour rechercher s'il n'y a pas des traces de visite, de visiteurs. Mais l'attitude générale un peu négative, même très négative parfois des scientifiques, selon moi, s'explique par le fait que c'est extrêmement brouillé. On vient d'imaginer quelques confusions possibles, que depuis 1947, les premières vagues modernes d'OVNI, on a des dossiers énormes, des livres, on n'a pas le temps de les lire tous, il y en a même 2 qui sont bien très bons, de Michel Bougard aussi. Il y a des articles à n'en plus finir, et les gens qui ont essayé de faire le point sur la question, ils ont conclu, la plupart du temps, qu'il n'y a pas une seule preuve convaincante d'une visite d'un extraterrestre. Je ne sais pas si mes collègues sont d'accord sur ce point-là. Est-ce que je peux prendre au bon la remarque de M. Losberg? En fait, je crois que le point fondamental, c'est la qualité de l'information. Je crois que si les scientifiques ont rechigné, et rechignent encore pour une bonne part, à s'intéresser au phénomène ovni, c'est que finalement, non seulement le problème est piégé dès le départ, parce qu'il y a à la fois des connotations physiques, matérielles, mais également psychologiques qui interviennent et qui sont très fortes, je crois que c'est la qualité de l'information. Alors je crois que c'est ça qu'il faut veiller à tout prix à garantir. Et je crois que l'intervention justement d'équipes de scientifiques comme celle de l'ULB avec M. Brennick et le travail que nous faisons, nous, à la SOEPS depuis pas mal de temps, contribue peu à peu à rendre crédibles au moins ces quelques données que nous recueillons. Alors parmi l'ensemble des faits qu'on vient de rassembler durant ces 3 mois, et c'est là que vous vouliez en venir, essayer de voir un petit peu quelles sont maintenant les hypothèses qu'on peut proposer. Et je crois qu'on a rassemblé suffisamment de renseignements et d'éléments, en ayant écarté effectivement tout ce qui peut être fraude, méprise, etc., pour dire qu'il y a eu et qu'il y a toujours dans le ciel belge pour l'instant l'évolution d'un phénomène qu'on a décrit tantôt et qui, à l'heure actuelle, n'est toujours pas identifié. Alors, mon colonel, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous dites aussi, il est possible qu'il y ait quelque chose qui se passe depuis 3 mois dans le ciel en Belgique, sans aller plus loin? Oui, il est évident qu'il y a quelque chose qui se passe, puisqu'il y a quand même des témoins. De notre côté, on a essayé d'éliminer quelques hypothèses. Quand je dis éliminer, on nous a posé la question, est-ce qu'il y a des engins du style avion stealth, donc des avions qui ne sont pas détectés par radar, qui se promènent ici?
Donc les Américains ont deux types pareils, le B-2 et le F-117. On a dit non. Donc la force aérienne, le ministre de la Défense a dit non, puisque tout d'abord, on n'a pas eu de demande pour survoler le territoire belge pour ça. Deuxièmement, la description ne correspond pas du tout avec un engin pareil, c'est-à-dire une plateforme qui pend quelque part sans faire du bruit, donc qui doit développer une poussée de au moins de son poids, doit faire du bruit et doit quand même être observé d'une autre manière. Donc pour nous, il est exclu que ce soit des avions conventionnels, je dirais. Et nous n'avons pas connaissance d'un autre type d'avion qui pourrait avoir des performances pareilles. Si c'était un B-2 ou un F-117, les avions secrets américains, est-ce que vous seriez automatiquement au courant? Ou bien, parce qu'on pourrait dire aussi, mais peut-être que la force aérienne est en train de cacher la vérité, là, et qu'il y a des essais qui se font... On ne cache pas la vérité, ça c'est clair. Deuxièmement, nous serions au courant. Je crois que nous sommes dans une situation politique telle que les Américains demanderaient au moins la permission du ministre de la Défense. Ça, c'est certain. Et deuxièmement, pour nous, il est exclu que les Américains fassent des expériments ici. Ils ont certainement d'autres endroits pour en faire. Et aussi, les descriptions ne correspondent pas du tout avec un avion style Stealth ou F-117. On reviendra, oui. Si on peut réagir, pas pour me faire l'avocat du diable, mais pour me faire l'écho de réflexions que j'ai entendues à ce niveau-là. Et là, je n'engage que moi ou les personnes qui me les ont faites, évidemment. Je ne parle pas au nom de quelle université ou de qui que ce soit. Ce que j'ai entendu souvent, eh bien, c'est qu'il est évident qu'il y a des secrets militaires. Et d'autre part, il est évident qu'il y a des budgets militaires assez énormes d'ailleurs. Les astronomes lorgnent très souvent sur les milliards de francs dépensés pour faire des miroirs, des radars, que les militaires expérimentent. Et la recherche scientifique est la parente pauvre de ce point de vue-là. C'est un autre débat. Mais il y a de l'argent à dépenser pour la recherche militaire. Et on ne peut pas concevoir une armée qui n'aurait pas de secret militaire. À la limite, pour forcer un peu le propos, je dirais que si je respecte tout à fait le propos, évidemment, du colonel de Brouwer, je respecte les propos rassurants de notre ministre de la Défense nationale, ils font tout à fait leur travail, je crois, mais en les respectant, justement, je suis presque obligé de ne pas les croire, quelque part. Vous êtes de cet avis-là aussi? Oui, monsieur Brennick. Mais disons qu'en scientifique, j'aime bien épuiser d'abord les hypothèses les plus simples. Alors, pour moi, les hypothèses les plus simples, c'est d'abord que ce soit un objet terrestre. Il y a d'autres hypothèses que les hypothèses militaires, hein, évidemment. Oui. Il y a l'hypothèse d'un baron noir qui s'amuserait à faire circuler... Parlons des hypothèses terrestres. Et voyons donc, si ça tient ou si ça ne tient pas. J'évoque pour l'instant les hypothèses terrestres possibles. Il y a des hypothèses concernant un farceur. Ces hypothèses-là, disons, sont peu vraisemblables, parce que même s'il s'agissait par exemple d'un ULM, on a vu cet objet, pas mal de témoins l'ont vu en vol très lent ou stationnaire et très stable pendant les jours de tempête. Un ULM ne tiendrait pas dans des conditions pareilles. On pourrait penser à des hologrammes. Mais pour faire de l'holographie de ce type-là, il faudrait des sources lumineuses qui impliqueraient une dépense en énergie incroyable et une précision dans l'ajustement des appareils permettant de faire circuler l'objet à peu près inconcevable dans l'état actuel de l'holographie en laboratoire. Autre hypothèse, ça serait les phénomènes météorologiques. Les phénomènes météorologiques, on a parlé d'inversion de température qui peuvent provoquer des effets de réflexion sur des couches de densité d'atmosphère différentes. Il fait plus froid en haut en bas qu'en haut, etc. C'est ça. Lorsqu'il y a une différence de température entre... La température, à un moment donné, au lieu de diminuer, se remet à être constante, voire même à augmenter. Donc ça, c'est lié à la présence de couches de densité différentes de l'air qui peuvent agir comme un réflecteur. Et du coup, on peut avoir des mirages. Mais en général, ces mirages ne sont pas stables parce que l'atmosphère est en mouvement et donc la réflexion se modifie et ces objets se déforment.
Or, on a eu affaire à... Pas mal de gens ont observé des objets extrêmement stables, avec une forme très définie. Alors, il reste l'hypothèse quand même militaire. Disons, je comprends bien que l'armée doit cacher des choses, et ça fait passer la grande muette, et c'est tout à fait normal. Il y a plus de types d'avions stealth que les deux qu'on a mentionnés. J'ai ici disons un petit rapport de quelqu'un qui n'a fait que lire les revues tout à fait accessibles. Colonel, est-ce que, sans dire pour ça que la Défense nationale est au courant d'un secret, ou couvre un secret, mais est-ce que dans cet avion stealth, est-ce que la description de cet avion-là correspond plus ou moins à la description des phénomènes? Est-ce qu'il y a des rapprochements entre les avions secrets dont on parle et les témoignages? À mon avis, pas du tout, puisque un avion stealth conçu comme le B-2 et le F-117 n'a pas la possibilité de pendre en l'air, comme décrit ici. Donc, il ne peut pas rester stationnaire. C'est ça. Ce sont des avions qui, tout d'abord, sont conçus pour éviter les radars, mais pas du tout pour voler d'une manière stationnaire comme ici. Donc, et deuxièmement, s'il pourrait voler d'une manière stationnaire comme ici, il devrait développer une poussée énorme. Une poussée énorme, ça veut dire beaucoup de bruit. Certainement, un bruit qui sera entendu par tout le monde dans les environs. Oui, or l'appareil est silencieux, là. Oui, il y a apparemment d'autres engins de type stealth en expérimentation. Mais tout ça, c'est sous caution, évidemment. Avec quel type de propulsion? Alors, ce sont évidemment toujours des propulsions à réaction, avec tuyère orientable. Oui. Donc, effectivement, ça doit faire beaucoup de bruit. Et aussi, si ça vole à basse altitude, énormément de turbulences, carrément jusqu'au sol. Néanmoins, on peut réduire le bruit. Il y a des moyens techniques de réduire le bruit. Apparemment, ils arrivent à réduire le bruit jusqu'à peu près 80 décibels. Mais bon, tout ça dépend aussi de la distance au sol. Et c'est vrai que si l'objet est à une assez haute altitude, dans ce cas-là, on n'entendrait pas grand-chose. Mais les observations étaient faites aussi assez souvent, effectivement, près du sol. Là, ça aurait dû provoquer du bruit, du vent. Et des témoins proches auraient été affectés par ça. Est-ce qu'il y a eu des observations dans les pays voisins, ou bien est-ce que ça se passe juste chez nous? Parce qu'il y a quand même quelque chose de troublant, la province de Liège, et puis alors pas mal d'observations à proximité de Biercé. C'est un des éléments troublants, effectivement, de ce dossier. C'est la limitation des événements à la Belgique, aux frontières, quasiment. Parce que la Belgique est un mouchoir de poche. On pourrait se dire pourquoi venir s'entraîner tout à fait. Mais bon, poche. Ça, c'est une des questions qu'il faut poser aussi dans le cadre des hypothèses qu'on va énoncer. C'est le pourquoi. Il ne suffit pas de dire où ça s'est passé, quand ça s'est passé et comment. Il y a quand même des mobiles à tout ça. Des mobiles, alors, selon vous, les mobiles, c'est quoi? Là, évidemment, le problème est fort compliqué et je crois que c'est peut-être encore trop tôt pour justement arriver à dire de manière claire et nette, voilà, cette hypothèse-là, il faut qu'on la propose. Je crois que, je vais revenir à ce que je disais tantôt, je crois que nous devons, avant toute chose, recueillir un maximum d'informations vraiment fiables. M. Losberg a critiqué, et je crois que c'était légitime, finalement, le témoignage humain, et chacun sait ce qu'il vaut. Mais par contre, on peut malgré tout, dans un ensemble de témoignages humains, retrouver suffisamment de constantes pour dire, voilà, là, il y a des choses solides, il y a des faits solides. Mais je crois que nous devons, dans les semaines qui viennent, absolument rendre fiables, et ça c'est l'objectif prioritaire de la SOBEPS, les informations concernant ces objets. Il faut absolument qu'on puisse disposer de renseignements, si possible, autres que ceux de la simple observation visuelle. M. Losberg. Simple petite remarque, tout à fait d'accord avec le discours qu'on vient d'entendre. Je souligne la prudence extrême du président de la SOBEPS. Il est sur le terrain, c'est un phénomène très compliqué, et je voulais simplement faire la comparaison avec une certaine littérature, à succès d'ailleurs, avec certaines émissions il y a quelques années, pour ne pas citer Jean-Claude Bourret et des gens comme ça qui ont fait une petite fortune avec les ovnis, hein, mais je le cite quand même. Et je remarque qu'on est toujours en retrait, et je rappelle qu'on a des masses d'informations depuis 1947. Hein. Il y a eu des vagues d'ovnis, dont une, paraît-il, en Amérique qui ressemblait pas mal à la nôtre. Simplement ça que je voulais remarquer. Oui, mais c'est vrai, et en même temps c'est quand même fort incomplet, parce que je crois que, encore une fois, vis-à-vis de ce phénomène ovni, il y a toujours eu des attitudes
tout à fait marginales. C'est-à-dire, ou bien c'était le refus systématique et a priori, en disant, ça ne peut pas exister, donc ça n'existe pas, c'est aussi clair que ça. Et d'autres qui sont des bénis oui-oui, si vous voulez, et qui ont pris vraiment pour argent comptant tout ce qu'on pouvait leur raconter. Et qui sont vraiment des croyants aux ovnis à ce moment-là. Bon. Je crois que l'attitude de Sobeps, évidemment, elle est difficile à tenir, c'est de naviguer entre tout ça et de réagir en scientifique, comme l'a dit M. Brennick, c'est-à-dire de se dire, voilà, il y a un événement qui se déroule, il y a un fait, c'est le fait expérimental. Ce fait, il faut que nous l'enregistrions le plus fidèlement possible, et puis seulement après, l'analyser, le critiquer, et puis essayer d'interpréter. Et je dirais qu'au stade actuel, nous sommes seulement en train de recueillir, en fait, les informations. Oui, colonel, vous dites que ça n'est pas un avion secret militaire, mais vous dites en même temps, il y a quelque chose. Alors, ou en tout cas, il se passe quelque chose depuis 3 mois. Alors, vous êtes responsable de toute la détection radar en Belgique. Il y a, il y a le radar de Glon, près de Tongres, qui appartient à l'infrastructure de l'OTAN. Les radars n'ont rien enregistré jusqu'ici. Alors, qu'est-ce que vous enregistrez avec les radars et comment est-ce que vous expliquez que les radars n'aient rien enregistré parce que dans le même temps, vous dites qu'il se passe quelque chose? Tout d'abord, les moyens de détection ont été conçus pour détecter des menaces concrètes et des engins bien connus et bien définis. Des engins comme des avions, comme des hélicoptères, comme peut-être des engins téléguidés. Et c'est là-dessus qu'on base donc les possibilités des radars sol, les radars de détection. Chaque radar est un ordinateur qui va filtrer les informations qui ne correspondent pas avec les caractéristiques des engins comme des avions. Donc ça veut dire... Ça veut dire qu'on peut passer à côté de beaucoup de choses. Pas beaucoup, attention. Un des éléments qui a été éliminé, c'est un objet qui se déplace à une vitesse très très lente. Donc par exemple, quelque chose qui se déplace à 30 km/h ne va pas être détecté. Pourquoi? Eh bien, l'ordinateur va dire que ce n'est pas un avion, ce n'est pas un engin qui pose une menace. Donc, il va dire qu'il n'y a rien là, puisque la limite, c'est combien? C'est 80 km/h. Oui, c'est un peu plus élevé, puisque on doit éliminer des échos, comme on dit, des échos stables, donc des reflets d'industrie au sol, des montagnes dans les environs, pour que l'image ne soit pas tout à fait brouillée. Donc pour avoir une image nette, un écran qui peut être interprété par l'opérateur, l'ordinateur va supprimer tout ce qui n'est pas en dessous, tout ce qui ne vole pas en dessous, tout ce qui vole en dessous de 80 à l'heure. Or justement, là il s'agit de phénomènes dont on a l'air de dire que parfois ils sont très lents et donc se déplacent à moins de 80 km/h. Tout à fait. Oui, c'est ça. Donc en d'autres mots, les radars pour le moment ne détecteraient pas ce genre d'engin. Oui, il faut aussi dire que quand un objet se trouve tout près du sol, il pourrait être dans l'ombre d'une colline. Quand je dis dans l'ombre d'une colline, un radar est placé quelque part et il travaille avec un champ de vue qui, malheureusement, ne voit pas partout. Donc, s'il y a une colline... Le radar est arrêté par une colline, donc ça veut dire que si un engin se trouve derrière la colline, parce qu'il est assez bas, on ne le voit pas. C'est exact. Je voudrais quand même préciser qu'en fait, le radar voit l'objet qui évolue lentement, comme vous l'avez dit, mais c'est le programme d'ordinateur qui rejette un certain nombre de données, mais qu'on pourrait peut-être retrouver sur des listings qui n'ont pas été traités par le logiciel. Attention, on peut en effet aller voir dans le listing, mais le listing ne va pas enregistrer des échos qui ont été filtrés par l'ordinateur. Monsieur Losberg. Oui, tout ça paraît très logique quelque part, parce qu'il s'agisse d'un prototype militaire ou d'un prototype civil, par définition, on ne le connaît pas. On expérimente quelque chose qu'on ne connaît pas. S'il s'agit d'un engin extraterrestre, encore, a fortiori, on ne le connaît pas. Je ne sais pas s'il y a des civils et des militaires dans les extraterrestres, donc il y a peut-être 4 catégories finalement. Mais
Ça me fait penser à l'histoire de James Bond, si vous voulez, espionnage contre espionnage. Quelqu'un met au point une nouvelle technique et le temps que le service de surveillance et de contre-espionnage adapte sa technique, il s'écoule un temps. S'il s'agit d'un prototype que vous ne connaissez pas, c'est tout à fait normal qu'il faudra adapter vos processus de détection à un nouveau type de phénomène. Enfin, le colonel pourrait au moins être au courant. C'est pas dit, hein. On n'a rien à cacher, ça je peux le dire. Non, mais on vous cache peut-être quelque chose. Non, enfin... Vous ne dites pas qu'il n'y a pas de secret militaire, quand même. Ça, je n'ai pas dit, mais dans ce domaine-là, comment est-ce qu'on pourrait concevoir un système sans source d'énergie connue? Puisque, à notre niveau, il est impossible, avec les systèmes de propulsion actuels, à rester en l'air sans faire du bruit, par exemple, comme décrit par M. Brunet. Est-ce que la SOBEPS est satisfaite pour le moment de la collaboration des forces armées? Comment ça se passe? Est-ce que vous avez décidé d'aider la SOBEPS? C'est-à-dire que nous avons introduit il y a quelques semaines une demande très précise au ministre Côme, c'est-à-dire de pouvoir avoir accès au moins aux renseignements que l'ordinateur accepte. Nous savons qu'il en a éjecté toute une série, mais il en a au moins gardé quelques-unes. Et effectivement, nous avons reçu une réponse très positive, et le ministre l'a encore rappelé vendredi dernier, en disant qu'il nous laissait accès à ces renseignements qui sont au moins disponibles, et qui nous permettraient de vérifier, en tout cas pour un certain nombre d'événements très localisés à la fois dans le temps et dans l'espace, quels étaient les appareils, tant civils que militaires, qui pouvaient être en l'air à ce moment-là. Tout ce que l'ordinateur a effectivement enregistré, nous le connaîtrons. Disons que ça, c'est au moins la forme de collaboration qui est... Jusqu'ici, l'ordinateur n'a rien enregistré. Les radars n'ont rien enregistré. Bien, ce qu'on peut dire, on n'a pas trouvé de corrélation entre les observations sol et des observations radar. Ce qu'on a fait à un certain moment, on a coupé donc le système de filtre, donc l'ordinateur peut laisser passer tout ce qui entre dans le système, et à ce moment-là, l'opérateur a une image plus ou moins brouillée, mais il va voir beaucoup de choses là-dessus, et il va peut-être voir de temps en temps des échos qui pourraient être corrélés avec ce phénomène-ci. C'est ce que d'ailleurs qui s'est passé au début, au mois de décembre. Et de là, on a dit que probablement on aurait vu quelque chose. Quand je dis quelque chose, c'était dans des conditions météo qui donnent beaucoup de fausses échos. Et il faut aussi dire que les opérateurs n'ont pas l'habitude de travailler avec une image pareille. Donc, ils travaillent toujours sur une image filtrée. Et finalement, ils ne savent pas exactement ce qui se passe quand on laisse entrer les informations comme maintenant. Donc, ils n'ont peut-être pas bien interprété l'image. Donc, on ne peut pas conclure qu'on a observé des ovnis. Oui, M. Brenick. Disons que moi, je voudrais intervenir pour rendre les gens conscients que s'il s'agit vraiment d'un phénomène dont on pourrait exclure, supposons qu'il est militaire, alors je dirais que, avec le caractère massif des observations, parce que les films qu'on a vus tout à l'heure, ce ne sont pas les seuls témoignages, il y a beaucoup de témoignages, je crois en le mien aussi, on a vu, on voit, et de manière presque quotidienne maintenant, dans la région de Liège, Flémal, etc., un objet de taille raisonnable évoluer. On le voit, on en voit un ou on en voit plusieurs. C'est le même ou il y en a plusieurs? Dans les derniers jours, c'est toujours la même description qui est faite et il semble bien que le phénomène soit isolé, soit unique. Mais on a eu des témoignages dans le courant de janvier et de décembre où on voyait quasiment simultanément 3 de ces objets. À des endroits différents, oui. Je dirais que dans ce cas-là, ces apparitions posent un défi. Elles posent un défi à la fois, je dirais, à l'armée, au monde scientifique et à la population qui commence, dans la région de Liège en tout cas, à avoir une sourde inquiétude. Quand on entend les gens parler, c'est un des sujets de conversation, en tout cas parmi la population, qui est assez fréquent, et les gens se demandent ce qu'on fait. Ils voient très peu d'échos venir des milieux scientifiques.
très peu d'échos revenir de la gendarmerie où fréquemment ils déposent, et très peu d'échos venir de l'armée. Bon, ça c'est les trois entités scientifiques, gendarmerie et armée, qui pourraient rassurer les gens. Donc ce défi-là doit être relevé, je dirais, parce que si par exemple l'armée considère qu'il y a là un objet qui vole sans apparemment autorisation de fréquenter l'espace aérien, c'est un défi. Pour les scientifiques, le mode de propagation de cet objet que moi j'ai vu, disons, et je, à n'en pas douter, disons, en tout cas, faisant peu de doute, j'ai vu là un type de trajectoire qui, pour moi, pose un défi aussi du point de vue physique. Alors je crois qu'il faudrait, dans ce cas-là, pour une fois, faire une action modèle. On a la chance d'avoir ici un phénomène dont pour moi, je ne ferai pas d'hypothèse parce que il n'y en a aucune qui, pour l'instant, me satisfait. On a la chance d'avoir un phénomène qui est facile à observer. Parce qu'il suffit d'aller se poster dans la région de Flémal, de Bierzet ou de Hawaï, disons, pendant 3-4 jours, et on est sûr de l'observer. Il passe par des points qui sont presque, disons, reproductibles. Il y a des trajectoires très fréquentées comme ça. Et donc, je dirais qu'il faudrait lancer une campagne conjointe de recherche, et pas trop tard, pour essayer d'identifier ce phénomène-là. Oui, monsieur Losberg. Mais on a parlé d'une photographie, peut-être trop vite, peut-être les journalistes ont parlé trop vite d'une photographie que vous aviez prise et qu'on attend un petit peu dans les journaux. C'est l'occasion de remarquer, peut-être, on en parlait avant l'émission, que la difficulté de photographier ces engins, quel qu'il soit, est énorme. Hein. Il faut des films. Oui, la photographie en question, d'ailleurs, n'a rien donné. Je voudrais insister sur le fait là, que la campagne que nous avons lancée vendredi, samedi, dimanche passé a été faite avec des moyens très pauvres. Moi, je suis un physicien théoricien, donc je n'ai pas de laboratoire derrière moi pour fournir du matériel optique performant. La SOBEPS n'est pas une organisation qui peut financièrement soutenir l'achat et l'emploi de matériel très performant. Donc, en fait, même le peu de matériel qui était utilisé a été manipulé par des amateurs, aussi doués que ce soit, pour faire des photos en pleine nuit d'objets lumineux. C'est extrêmement difficile. Et donc, nous ressentons le besoin de relever le défi en mettant vraiment des moyens extrêmement sérieux, mon colonel, fiables. là, vous êtes un peu interpellé. Est-ce qu'il n'y a pas matière à ouvrir une enquête sans risquer le ridicule? Oui. Tout d'abord, je voudrais préciser que jusqu'à présent, il n'y a pas eu de menace. Donc, il n'y a pas eu d'acte agressif. Il n'y a pas eu de gens qui ont été blessés. On ne peut pas dire que le trafic aérien a été gêné par des objets décrits. Donc, on n'est pas tout à fait dans le domaine de défense. La défense nationale n'est pas propriétaire de l'espace aérien. C'est le ministère des Communications. Donc, c'est eux qui gèrent l'espace aérien au-dessus de la Belgique. Jusqu'à présent, ils n'ont pas eu de problème du tout. Donc, jusqu'à présent, ils ne sont pas intéressés, je dirais. La défense nationale est très intéressée, c'est évident, mais on ne va pas agir sans coordination avec le ministère des Communications. Deuxièmement, il y a le ministère des Affaires intérieures, donc, qui est responsable de la sécurité au sol, je dirais. Donc, entre autres, la gendarmerie doit être mise en œuvre par le ministère des Affaires intérieures. Donc, il faut absolument une coordination à ce niveau-là. Si on reçoit le mandat pour faire quelque chose de coordonné. C'est ça. Si je peux intervenir à ce niveau-ci, je crois que M. Brink a bien parlé de défi. C'est un véritable défi, c'est vrai. La SOBEPS est prête à relever ce défi. Et elle est déjà en partie en train de le faire. Mais comme M. Brink l'a dit également, nous n'avons pas les moyens, nous, de relever ce défi. Nous n'avons pas les moyens ni techniques, ni financiers pour le faire. Alors là, nous faisons ici, vraiment, on profite de l'occasion, c'est une offre de service. Nous sommes, sur le plan du phénomène, nous le connaissons suffisamment, nous savons comment l'appréhender, nous savons comment y réfléchir. Nous demandons simplement si vraiment d'autres sont avec nous d'accord pour relever le défi, qu'on nous offre les moyens de le faire et nous le ferons. Voilà, ben j'imagine que là... Je voudrais peut-être... Oui, rapidement, et puis M. Losberg. Que depuis que nous avons fait ces observations
pendant ce week-end. Du côté des collègues physiciens, on peut compter de plus en plus sur un appui en cas d'une enquête sérieuse. On aura du matériel, des gens sachant le manipuler. Donc le monde scientifique, pour l'instant, est en train de... Sans faire d'hypothèses extraordinaires, mais... Est d'accord d'étudier le phénomène et estime que c'est suffisamment sérieux que pour étudier le phénomène. Monsieur Losberg. Oui, moi je cherchais des sources de financement pour aider la SOBEPS. On pourrait imaginer, si l'armée ne débloque pas des crédits, lancer un appel à des cinéastes ou à des producteurs de films. Celui qui sortirait un film sur ce qu'on vient de vivre pendant quelques mois. Ça dit, il y a quand même une collaboration actuellement avec les forces armées. Oui. Vous avez quand même accès maintenant aux informations du radar. On parlait par exemple, on parle toujours des radars. C'est toujours compliqué les radars, il y a des tas d'effets fantômes là-dedans. Mais pourquoi pas, il y a des photographes à l'armée, des caméramans, j'imagine que ça doit être une tactique qu'on doit développer aussi, de surveiller et de faire des bonnes photos. Certainement que les images photos, films infrarouges, ce seront les documents les plus intéressants. C'est parce que je parlais au début là, de l'éloignement de nombreux scientifiques et notamment astronomes par rapport à ce genre de phénomène, pour la raison évidente qu'on manque cruellement de documents, évidemment. Des physiciens ne sont pas habitués à raisonner sur des témoignages. Donc, voilà le problème. Monsieur Losberg, oui. Je voudrais insister sur le fait que ça pourrait être les physiciens qui prennent les images aussi. C'est-à-dire que dans les laboratoires d'optique, on dispose actuellement de caméras vidéo autrement perfectionnées que celles qu'on trouve dans le... Il faut trouver des crédits, il faut trouver des crédits et trouver des gens qui veulent bien s'en occuper. Le problème est le même. Bon, cela dit, Monsieur Losberg, une question. Il a fallu une série de conditions ici pour que l'étincelle... C'est une hypothèse scientifique, que l'étincelle se fasse pour donner naissance à la vie sur la planète Terre. Est-ce qu'il y a des calculs de probabilité qui permettent de dire cette étincelle qui s'est produite sur la Terre, ça a dû nécessairement ou ça a pu se produire ailleurs? Comment réagissent les scientifiques à ce sujet? C'est un chapitre extrêmement passionnant. Je crois qu'il reste quelques minutes. Oui. Je vais donc nécessairement être bref. Et pourquoi pas, ce n'est pas de la publicité payée. C'est renseigner un livre fait par un scientifique qui est très bon, le livre. Emmanuel Davous, de Silence au point d'eau, aux éditions Technéa. Oui, je vous le montre. Voilà, alors sur cette hypothèse... Bon, et on parle maintenant, enfin, je vais dire des extraterrestres. C'est quand même le plus amusant, finalement. Si ce n'est pas l'armée, si ce n'est pas des civils qui jouent, ou une firme pharmaceutique qui essaie de vendre des calmants en affolant. Voilà un mobile possible. Eh bien, alors, ce sont des extraterrestres. Quelle est la probabilité qu'il y ait de la vie ailleurs que sur la Terre? On n'en sait strictement rien, sinon... que le processus d'évolution qui a formé les étoiles et les planètes a réussi une fois au moins à créer de la vie. Nous sommes là, c'est la seule preuve évidente qu'il y a de la vie dans l'univers, c'est nous. Et y en a-t-il ailleurs? Et à partir du moment où il y en aurait ailleurs, le problème de communication est à la fois simple et compliqué. Si une autre civilisation est plus avancée que nous, en extrapolant les moyens actuels, on peut lancer des signaux, des messages, et on peut voyager. On a le temps, à l'échelle astronomique, en 100 millions d'années, on va loin. Même avec des véhicules qui vont moins vite que la lumière, pardon. Vous parliez de la question du grand silence aussi, en disant s'il existe quelque chose ailleurs, pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas nous le dire? Voilà, c'est un paradoxe qui a été énoncé par les scientifiques. Certains avaient fait des calculs assez favorables sur les probabilités. Quelle est la probabilité qu'une étoile soit une bonne étoile pour la vie, c'est-à-dire pas trop chaude, pas trop froide, un peu comme notre Soleil? Quelle est la probabilité pour qu'une planète soit bien mise, pas trop près, pas trop loin? Nouvelle probabilité, une chance sur autant. Quelle est la probabilité que cette planète ait une croûte solide et une atmosphère autour, avec si possible de l'oxygène à un moment donné? Donc vous voyez, chaque fois, une chance sur autant d'avoir les conditions requises pour la vie. Ça fait une chance finalement sur, je ne peux pas citer de chiffres, sur un nombre extraordinaire de possibilités. Et puis on multiplie par le nombre très très grand d'étoiles, de situations où la nature a pu jouer comme ça, à créer de la vie. Vous en arrivez à quelle conclusion? Eh bien, c'est au moins un, c'est-à-dire nous, mais on ne sait pas conclure. Je vous ai dit, il y a une commission de l'UAI qui s'est créée. Il y a 30 ans qu'on essaie de détecter des signaux. Donc, probabilité existe, mais avec quelle intensité, on ne sait pas. Je laisse très rapidement, parce qu'il nous reste un peu plus d'une minute 30.
D'abord, M. Brennick. Si on faisait un calcul de probabilité, effectivement, on arriverait à une assez grande probabilité, c'est ça que vous vouliez dire. Or, on n'observe rien comme contact venant d'extraterrestres. Mais on peut imaginer aussi qu'ils raisonnent comme des physiciens. C'est-à-dire qu'ils essayent d'observer nous, par exemple, un objet qui est nous, en essayant de le perturber le moins possible. Voilà. Parce que ça pourrait modifier l'objet qu'on cherche à observer. C'est ça. Alors maintenant, M. Bougard, très rapidement, vous souhaitiez dire encore quelque chose? Oui, je voulais simplement dire qu'effectivement, on a peut-être là l'opportunité d'avoir enfin des renseignements et des informations d'une éventuelle visite. Je crois que l'occasion est rêvée, et si on la loupe, il y en a beaucoup qui vont s'en mordre les doigts. Alors, ce que j'ai dit tantôt, je le répète, parce que je crois que vraiment l'occasion est trop belle. Nous avons là une occasion unique de connaître vraiment, enfin, ce qu'est peut-être le phénomène OVNI. Et vraiment, je renvoie la balle aux services officiels, au ministère en particulier, en disant, bon, voilà, que peuvent-ils nous apporter d'autre que des informations? Nous avons besoin de moyens, ces moyens, nous les réclamons. Voilà, bon, l'appel est lancé. Colonel, vous reproduirez peut-être cet appel auprès de votre ministre. Je crois que de toute façon, il y a quelque chose d'intéressant à examiner pour l'instant. Merci d'avoir suivi ce débat qui est loin d'être clos, ce qui le rend d'ailleurs tout à fait passionnant. Merci d'avoir été avec nous aussi, messieurs. Bon après-midi, au revoir.